Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki. Et je règle un petit peu le son parce que mine de rien, on parle pas assez fort. Mais on va avoir une grosse voix avec nous. Bonjour Léo. Salut à tous. Léo qui est avec nous donc durant cette heure d'émission. Bah oui, il n'y a pas Romain, il n'y a pas Tomo. Mais on est quand même en très bonne compagnie. Et on a beaucoup de musique et beaucoup de choses à dire aussi cette semaine. Ouais, tout à fait. Pas mal d'actualités en ce moment, autour à la fois du Japon et aussi du sport. Oui, du sport. On va parler de ballons qui rebondissent de partout, notamment du ballon ovale. Évidemment, vous avez compris, ce sera un petit peu de rugby. Mais on a commencé par du baseball avec la chanson officielle des supporters des Fukuoka SoftBank Hawks. En l'occurrence, mes petits chouchous qui ont gagné, donc il y a 2 semaines de ça, les Japan Series, donc le championnat de baseball japonais. Et t'as bien vu que là, c'est la chanson officielle de supporters. Alors évidemment, il y a des remixes, il y a version rock, il y a version funky, on a écouté, il y a la marche de supporters de base. Non, mais surtout, c'était funky, ouais. J'ai l'impression de revenir dans les années 70 avec les coupes afro. Mais c'est presque ça, la chanson est de 2007. Mais tu sais, c'est néo-rétro. Enfin, c'est rétro-néo. Enfin, je sais pas, on peut dire ça comme ça. Ça peut, ça. Mais ça change effectivement de nos chansons de supporters à nous, où on se contente de taper dans les mains et de prononcer le nom de l'équipe. Ouais. Là, on a carrément toute une chorégraphie. Limite, en fait, on ferait une chorégraphie dans le stade, ce serait pareil, quoi. Ah ouais. Ok. Défi. Donc voilà, et elle était évidemment pour tous les supporters des Hawks, et je pense également à toi, Kevin, qui nous écoute depuis Grenoble grâce à Internet, évidemment. Alors, il y a pas mal d'actualités. Évidemment, rugbystique, on va en parler un petit peu. Il y a aussi de l'activité musicale. Est-ce que tu te souviens peut-être éventuellement d'un excellent groupe français, alors originaire de Nantes, qui s'appelait Dolly? Peut-être vaguement, mais... Voilà, vaguement. Après, je pense que si j'écoutais la chanson, je reconnaîtrais. Parce que moi, je suis pas fort pour les noms de groupes, tu vois. C'est un peu mon problème. J'ai pas la mémoire des noms d'artistes ou de groupes. Il faut me faire écouter. Et là, je fais oui, je m'en souviens. Ah, je m'en souviens. Ok, ça marche. C'est bon. Ça te dit pas quelque chose ? Oui, c'est bon. Ah bah voilà. Voilà, c'est bon. Il suffit juste, voilà, quiz musical. Un seul vers de la chanson, voilà, c'est parfait. On entend la chanteuse, c'est bon. Et donc la chanteuse en question, elle s'appelle Manu et elle est partie en solo depuis quelques années maintenant. Elle a sorti un premier album qu'on avait relayé nous dans l'émission parce qu'il y avait une chanson justement en japonais qui s'appelle Stekini Mutekini. C'est ce que faisait le refrain. Donc forcément il y a Muteki dans la chanson. Donc forcément ça nous plaît. Non mais plus sérieusement, excellent album de rock avec des petits accents post-rock qui vont bien justement. Et elle a récidivé ensuite il y a un an. Alors ça c'est de mémoire malheureusement. J'aurais dû un peu réviser avant de faire l'émission, 1 an ou 2 avec La Dernière Étoile qui était donc le 2e album. Et elle avait déjà une 2e chanson en japonais qui était sortie déjà mais sans avoir été publiée. Elle était sortie, elle avait joué en live, elle avait fait des sessions à la radio, voilà. Et cette chanson là, du coup, c'est devenu le point central d'un premier EP en japonais. Oui, vous avez bien entendu. Un EP en japonais, donc 8 titres avec dans le lot quelques remixes évidemment, notamment 2080 qu'on connaît un petit peu dans l'émission puisqu'on l'a passé une fois ou deux dans des mix notamment néo-rétro ou des mix de musique un peu chiptune jeux vidéo. Et oui, quand il n'y a pas d'émission, on fait des mix. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément la manière dont on travaille à l'émission, on fait ça en direct et sans filet. Et quand on peut pas être là, on fait quelques petits mix, histoire de se faire un peu pardonner. Ce nouvel EP s'appelle Tenki Ame. C'est le nom de la chanson, justement, qui était jusque-là inédite. La chanteuse, on le rappelle, s'appelle Manu. Les les paroles ont été écrites ou adaptées, c'est selon, par Suzuka Asaoka, que vous connaissez certainement, pas forcément sur son nom de famille. Voilà. Suzuka de No Life, c'est souvent le nom de famille qui est cité en fait, c'est ça. Bonjour Madame de No Life. Suzuka de No Life. Et donc voilà, c'est une collaboration et même une amitié qui dure depuis déjà de nombreuses années et donc qui a été portée sur cet excellent CD. Je vais passer tout simplement la première chanson, Tenki Ame. Il y a aussi donc Stekini, la chanson qui est tirée du premier album. Il y a d'autres inédits également et l'adaptation en français d'une
chanson de l'album précédent qui était La Dernière Étoile, en l'occurrence J'attends l'heure, qui devient Mojikikai. C'est la traduction, j'imagine, assez littérale. Tenki Ame, donc c'est dans Muteki, et on commence avec cette chanson là, Manu, avec ce nouvel EP disponible dans les bacs. Il est déjà dispo dans toutes les bonnes crèmeries. Muteki を聞いてくれ。街に流れてる
vous l'avez reconnu évidemment, le plus grand des détectives. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Sherlock Holmes. Le voici. Le voici, tout à fait. Les mecs qui connaissent par cœur les paroles. Voilà, c'est ça. Ouais, le générique français de l'époque était le même que le générique japonais en termes de musique, adapté en paroles françaises ensuite. La voix n'était pas la même par contre. Non, bien sûr, bien entendu, bien entendu. Un petit hommage, puisque c'est Miyazaki qui a fait quelques épisodes. Les tout premiers. Ouais, exactement, de cette série où, à l'époque, on aimait beaucoup personnaliser les gens en chiens, en animaux, en tout ce que vous voulez. C'était l'époque aussi des Trois Mousquetaires C'est en ça, chien. exactement. Wan Sanjushi, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Exactement. Donc les Trois Mousquetaires pour nous évidemment c'est voilà. Bon, on n'était pas forcément venu pour parler des Trois Mousquetaires, quoique c'est un sport qui est très prisé dans le Sud-Ouest. Transition et tout. Attention. Comment il va? J'ai oublié avant quand même de lancer la première chanson que vous pouvez évidemment nous écouter sur internet, le streaming de Radio Canu. J'ai appris qu'on était sur l'application TuneIn qui permet d'écouter à peu près toutes les radios du monde. Donc Canu y est, donc vous pouvez écouter Mouteki en direct sur TuneIn. Appli gratos, je le précise, que j'ai moi-même à la maison. 0478 39 18 15 si vous voulez nous appeler, notamment réagir, tiens, justement, sur ce dont on va parler d'ici quelques secondes. Et évidemment, les radios qui nous font l'amitié de nous rediffuser, Splash Web Radio, Subalashi et Radio Taco. C'est parti pour l'Ovalie. Et alors pour le coup, l'actu la plus brûlante, c'est justement les matchs internationaux qui se passent en ce moment. Les Japonais affrontent les Néo-Zélandais, mais pas tout à fait les Néo-Zélandais. Non, l'équipe japonaise en ce moment affronte, on peut dire l'équipe B de la Nouvelle-Zélande, ça s'appelle les Maori All Black. Parce qu'ils ont des petits noms, on se contente pas de faire équipe B. Ah bah oui, et puis en plus ils ont leur propre AK, donc ça fait très bizarre de voir. Ah, ils ont un cas différent en plus. Ouais, donc du coup ça fait très bizarre. Et donc les Japonais ont affronté 2 fois cette équipe, je sais pas si tu en as parlé du coup la semaine dernière. Mais la semaine dernière il y avait mix, donc j'en ai pas parlé. Ah oui, c'est vrai. On a relayé, je crois, sur la page de l'émission, mais ils se sont pris une tôle en fait le premier match. Ouais, remarquez que je n'ai pas de mémoire. Et oui, ils se sont pris une grosse tôle la semaine dernière, mais c'est normal, enfin vous connaissez un petit peu le niveau, je pense, de l'équipe japonaise de rugby, elle est pas non plus exceptionnelle, et les Maori All Black ont quand même du niveau, enfin faut être clair, ils ont du niveau, et donc ouais, la semaine dernière c'était un petit peu une boucherie, faut être clair. Quelque chose comme 62 à 24, ouais, je sais plus exactement, mais oui. Genre si vous voulez le foot, c'est un peu un 6-2, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc a eu lieu ce matin assez tôt le second match le contest match entre le Japon et les Maori All Black, et là ça s'est fini beaucoup plus serré puisque l'équipe des All Black menait 15-5 à la mi-temps, et puis les Japonais ont fait une remontée fantastique pour se ramener, mais ils ont échoué à 1 point puisqu'ils ont échoué à 18-17 à la fin du match. C'était très très serré. Les Japonais. C'est sympa à voir par contre. Ouais, et puis il y a eu plein de messages de supporters sur le site Facebook, sur la page Facebook de l'équipe du Japon, avec plein de de fu. Voilà, c'est ça. Ils étaient complètement excités, et ils ont tous dit que c'était vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment des occasions à la fin du match. Donc le Japon s'est rattrapé. Et manque de réalisme, dirait-on, dans le foot, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis surtout, la défense des All Blacks était très 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 forte. C'est assez habituel. Alors, faut savoir 2-3 choses sur l'équipe du Japon, notamment qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont importés, qui sont en fait étrangers mais naturalisés japonais. Ouais. Il y en a de moins en moins évidemment puisqu'ils forment les jeunes, mais parce que c'est un sport très très universitaire. C'est le 6e pays, si je me souviens bien, qui est le 6e pays qui pratique le plus le rugby en termes de nombre d'adhérents. C'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Après, c'est vrai que c'est un sport jeune. Enfin, faut être clair par rapport aux autres sports majeurs. Tu en parlais tout à l'heure avec le baseball, qui est un des énormes sports majeurs au Japon, en tout cas, sport collectif. Le football s'est énormément développé au Japon aussi, et le rugby tente de trouver sa place, mais c'est tout de même intéressant puisque les franchises, puisqu'ils fonctionnent en franchise là-bas, fonctionnent du tonnerre avec du sponsoring comme tout sport professionnel au Japon. Et donc c'est des équipes d'entreprise, et il y a quelques petites anecdotes, notamment Toyota qui en fait finance 2 équipes. Ouais. Genre 2 équipes à Nagoya, genre ils se font des derbies Toyota contre Toyota. C'est génial ce truc. C'est exactement ça. C'est comme si le Qatar en France finançait 2 équipes comme l'OM et le PSG. Je pense que j'en serais pas content. Ouais, ou 2 équipes à Paris. Voilà. Exactement. C'est ça. En fait. C'est un peu ça. Et non, c'est vrai que il y a eu beaucoup de joueurs importés parce que de toute façon, pour développer un sport, il faut importer des joueurs, et notamment il y a eu des grands joueurs français qui sont allés jouer après leur retraite
françaises et internationales. Je ne me rappelle plus les noms, je crois que Castagnède est allé là-bas, enfin, etc. Donc des grands joueurs français sont allés là-bas, quelques-uns, hein, pas tous, et ils sont revenus en disant que un peu là-bas, ils étaient un peu des dieux, parce que c'est des joueurs références de l'époque, hein, c'est dans les années 90-2000. Ah ouais. Et donc c'était des joueurs, c'était des joueurs exceptionnels, et les Japonais étaient complètement fanatisés par tout ça, parce que c'est des joueurs qui venaient de l'autre côté de la terre. Et puis en plus c'est des Français, romantisme, tout ça. Donc voilà. Oui, en plus, voilà, t'as toute l'image du Français qui débarque. Mais en plus, je crois que ça paye bien. Je crois qu'il y a des salaires plutôt sympas. J'ai vu qu'il y avait un joueur qui, pendant quelques mois, hein, le temps de quelques transferts, s'était retrouvé joueur le mieux payé au monde. Ouais. Voilà, c'était des bizarreries comme ça. C'est tout à fait le cas. Et puis c'est effectivement très bien payé, hein, là-bas. Et puis les gros sponsors sont là. Et puis surtout, effectivement, au-delà des Français, il y a surtout bien sûr des joueurs venant de Nouvelle-Zélande, de Fidji, des Samoa, des équipes phares du rugby de l'Océanie. Et il y en a pas mal. Il y a peu de Japonais qui se sont essayés au rugby européen, quelques-uns qui ont fait quelques stages comme ça. Ah, très peu. Il y en a un ou deux qui a fait Mont-de-Marsan ou Bourgoin ou Castres. Voilà, plutôt la Pro D2, mais ça reste très... Il y a quelques joueurs japonais en fédéral. Pour ceux qui connaissent pas la fédérale, c'est niveau amateur. C'est la 3e division, oui. 3 jusqu'à 5e division. Et on a quelques Japonais qui essaient de pénétrer ces équipes, mais c'est dur, hein. Quand même, c'est dur pour eux parce que c'est pas leur culture de base et ils apprennent. Alors c'est marrant parce qu'ils sont très nombreux à pratiquer, mais finalement le niveau est bas, si je comprends bien, c'est ça? Ouais, il est pas énormissime. Après, bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a un nouveau rugby qui arrive, c'est le rugby à 7. Et l'équipe japonaise de rugby à 7 a vraiment un niveau intéressant. Je ne dirais pas qu'il est fort, mais il a un niveau intéressant. On garde ça pour après la pause musicale. Un petit dernier truc, justement, tu me parlais du championnat japonais. J'ai regardé, j'ai un petit peu révisé avant, parce que même si je me tiens un petit peu au courant, grâce notamment à nos copains de Japon Rugby, japonrugby.net. Salut. Bonjour à eux, voilà. Donc c'est bien, on les a cités pour le coup, mais c'est vrai que on retweet et on partage énormément de leurs news sur la page Facebook. Mais en gros, cette Top League, le championnat japonais, c'est un championnat de trolls, parce qu'on n'y comprend rien. Je vais dire, voilà, ils peuvent pas faire une saison régulière et des playoffs comme chez nous. Et du coup, en fait, pour vous expliquer la chose très très rapidement, il y a une première phase qui est même pas en aller-retour, où ils se retrouvent en poule géographique, donc Est contre Ouest. Voilà. Et Ouest, ouais. Et du coup, ça dure une moitié de saison, ça vient de se terminer. Et là, on va sur une deuxième saison avec une poule, si j'ose dire, une poule pour le titre et une poule pour pas descendre. Ouais. Jusque-là, classique, ça s'est déjà vu ailleurs. Ouais. Sauf que la poule pour descendre, les 4 premiers font les playoffs de la poule pour le titre. Hein, genre, en fait, tu t'es planté en début de saison, c'est pas grave, il y a un rattrapage. Voilà. Donc, tu peux gagner le championnat. Techniquement, en fait, tu peux finir 4e de la poule pour descendre, donc genre à 2 points de la relégation, quoi, et gagner le championnat. C'est fou. Enfin, voilà, c'est un championnat de troll. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Et encore, vous avez pas vu les principes de tournoi de rugby à 7. Hein, j'ai essayé d'expliquer ça dans une vidéo que j'ai faite, mais c'est pas si évident que ça. Mais bon. Justement, juste avant d'enchaîner sur la pause, tu suis les résultats du rugby à 7, tu commentes, tu expliques un petit peu comment ça marche, et on va déjà donner une première fois le lien si on veut te retrouver, toi, sur le net. Donc, très simple, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur Léo qui hurle au vent, tout accroché, et vous retrouvez du coup toutes les vidéos dessus avec les liens YouTube, et donc vous me retrouvez en lien YouTube sur Kenshin Léo, tout simplement. Et puis là, je passe différentes vidéos où j'explique le rugby à 15, et je tente surtout de suivre l'actualité du rugby à 7, qui est un sport que j'adore. Que j'aime bien aussi. J'aime bien suivre d'ailleurs, justement, et on en parlera juste après cette petite pause musicale. On a commencé avec donc du franco-japonais, en l'occurrence qu'on entend là encore aujourd'hui, maintenant en fond sonore, et que je vais couper. C'est le remix justement de 2080, qu'on passera certainement dans une autre émission. On va passer d'autres extraits de cet excellent EP qui est Tenkiyame de Manu, mais on va passer à une autre artiste franco-japonaise, encore une artiste en plus de ça, et qui a fêté son anniversaire il y a 2 semaines, et on lui avait dit hey, pour ton anniversaire, je te passe une de tes chansons. C'est une qui tourne un petit peu autour de notre univers, qui est Macaron. Et pourquoi elle tourne autour de notre univers? Parce qu'on est, notamment via Jelly, que vous avez peut-être connu, qui est maintenant au Japon, on est en lien avec certains artistes, voilà, qui ont chanté, qui ont poussé la chansonnette sur Nico Nico de Oga.
le YouTube japonais. Il faut savoir qu'il y a des Français qui participent à ces sessions, ces covers en fait, des gens qui se mettent un peu dans leur coin avec peut-être un home studio ou simplement un micro et qui chantent voilà des reprises de titres connus. Généralement connus dans les cercles otaku. Il y a beaucoup de vocaloïdes, beaucoup de génériques d'animés récents. Tiens, animés récents justement, cette jolie Macaron qu'on avait connu, moi que j'avais connu dans d'autres circonstances, qui était en fait un concours de chant organisé par Waratte Koraete, une émission de télé sur Nihon Telebi où j'avais fait jury. On l'avait sélectionnée, elle avait gagné le concours. Elle avait gagné les sélections françaises, dont là où j'étais jury, et elle a fini 3e mondiale. Rien que ça. Non mais juste ça. Donc elle est passée à la télé japonaise, voilà. Elle est passée et tout. Elle a fait 2 chansons et donc elle a fini 3e mondiale. Mine de rien quoi. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte de son talent avec la reprise de Unravel qui est chantée à l'origine par Tike, le chanteur de Lintoshi Teshigure. Donc c'est très très compliqué. La voix Tike est vraiment sur le fil du rasoir. Il est à la fois entre la voix de Fossé et la voix presque démente et en même temps c'est très maîtrisé. Donc c'est très compliqué à chanter. Ça dure 1h30, c'est juste le temps en fait du générique version télé de Tokyo Ghoul. Oui. La chanson c'est Unravel, qu'on avait déjà passé en version originale par Tike. On enchaînera évidemment avec d'autres choses derrière, mais cette performance-là, et c'est véritablement une performance, elle vaut le détour. C'est Macaron, et donc c'est dans Muteki, et évidemment Muteki, c'est toujours jusqu'à 10h. 「
へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。Uplift, et c'est dur à dire. Uplift Spice, c'est plus facile à dire en japonais. Uplift au Spice. Uplift of Spice. C'est tellement plus simple. La chanson Time Capsule, l'album Memento, si vous cherchez la référence. Juste avant, c'était le projet en commun de Tai de Starry Sky, qu'on salue au passage, et de Kanipan, chanteuse japonaise. Justement, une qui s'est fait connaître sur Nico Nico Doga. Une Nico, comment il s'appelle ça, une Nico Utaite, un truc comme ça. Et donc avec une chanson qui s'appelle Harushigure, qui est donc une collaboration franco-japonaise. Et juste en ouverture, un petit extrait, la version télé du générique de Tokyo Ghoul par Macaron. Une autre interprète, une autre artiste, Nico Doga, voilà, au passage. Donc voilà, ça c'était pour la petite transition musicale, sauf que maintenant on va parler de transition justement sportive. Ouais, donc on parlait de rugby à 15 et il faut savoir que maintenant, moi je suis beaucoup le rugby à 7. Il faut savoir que c'est un rugby très spécifique. Mais c'est quoi au juste alors du coup alors, c'est plus... Sans spoiler toute la vidéo que je fais. Non, je plaisante. Le rugby à 7, donc c'est un rugby où il y a 7 joueurs dans chaque équipe sur le même terrain. C'est-à-dire que c'est le même terrain que le rugby à 15, donc ils doivent couvrir la même surface alors qu'ils sont que 7, la moitié d'une équipe. Et ce sont surtout des matchs courts et des matchs très dynamiques puisque c'est des mi-temps de 7 minutes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est 14 minutes de match, donc c'est ultra efficace. Et surtout, c'est des scores de fou parce que comme ils sont que 7, Mais ils sont 7 sur un terrain normal de rugby. Oui.
De rugby à 15, ouais. Je fais le néophyte, mais j'ai déjà vu des tournois de rugby à 7. Mais bref. Mais ouais. Donc du coup, la surface à couvrir est énorme et donc les scores peuvent monter à 62 à 40 parce que voilà, il y a tellement de. Donc c'est pour ça qu'on voit des vidéos sur le net de mecs en fait qui prennent la balle alors qu'ils filent à toute allure jusqu'à l'embut adverse, quoi. Oui, il y a effectivement des coureurs très rapides, il y a des coureurs très agiles puisqu'il faut parfois éviter les plaquages et tout. Il y a des coureurs beaucoup plus intelligents qui font des passes, des redoublements. Et c'est très impressionnant. En fait, le rugby à 7, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai jeu d'arrière. Puisque mais globalement, du coup, c'est pas physique, il n'y a pas de mêlée, les mecs ils se tapent pas dessus comme au vrai rugby à 15, quoi. J'ai vu des bagarres, mais. J'ai failli dire le vrai rugby, mais voilà. Non, oui, alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Le rugby à 15 a l'avantage de mélanger tous les morphos. Hein, il y a des gros, il y a des grands, il y a des petits, des rablés, des rapides et des agiles. Au rugby à 7, effectivement, c'est beaucoup plus stéréotypé sur le joueur très physique, très musculeux et qui doit être rapide en même temps. Mais c'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant de voir 20 matchs en un week-end et de oui, parce qu'ils enchaînent derrière, quoi. Les mecs, ils vont faire peut-être 2 matchs, 3 matchs par jour. Enfin voilà, quoi. C'est ça. Et là, dernièrement, donc mi-octobre, il y a eu la première étape des World Series. C'est le championnat mondial de rugby à 7 où la France est présente et le Japon. Et le Japon depuis cette année. Depuis cette année. Et malheureusement, le Japon est mal tombé, est tombé sur une poule ultra difficile, dont la poule de la France. Ils sont arrivés dernier de la poule. Et ensuite, il y a eu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est compliqué. C'est bourré de matchs de classement après derrière pour essayer de donner un classement premier, deuxième, jusqu'à 20e, je crois, quelque chose comme ça. Jusqu'à 16e. Jusqu'à 16e. Et en fait, malheureusement, les Japonais ne sont pas tombés sur l'équipe invitée, parce que généralement, l'équipe invitée, elle est faible. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une équipe. Samoa-américaine, cette fois-là. Donc c'était un peu. Alors déjà pour vous trouver les Samoa américaines, les gars. Voilà. Et malheureusement ils sont arrivés derniers en se faisant taper par les États-Unis au premier match de. Qui ont des gars qui courent vite. Ouais. Parce que j'ai vu, je t'avais partagé des vidéos de. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, j'ai partagé des vidéos. Oh le mec il court trop vite. Et là tu me disais oui, mais ils font que courir. Oui. Voilà. Mais bref, non, ça c'est forcément. Donc, voilà. Le consultant qui me répond, qui me dit non, mais t'inquiète, c'est. Voilà. Et le rugby à 7, la prochaine étape pour ceux qui sont intéressés, ça passe sur Rugby Plus et sur Canal Plus Sport. C'est début décembre, le tournoi de Dubaï. Et le Japon fait toute la saison. Je veux dire que voilà, ils se sont qualifiés donc pour ce circuit mondial qui fonctionne un petit peu. Alors je regardais un peu le tableau. Là aussi, j'ai un peu révisé parce que voilà pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à la Coupe du Monde de ski ou au circuit de Formule 1. C'est-à-dire que tu vas avoir en fait un tournoi par mois ou par voilà. Et le classement fait que tu engranges des points et c'est à la fin de la saison que tu comptes les points. C'est ça, c'est un championnat. C'est un championnat où chaque tournoi on permet de remporter des points et il y a un classement qui est fait à chaque tournoi qui s'ajoute. Donc c'est pas un championnat comme on aurait en football où chacun se rencontre une seule fois par semaine et tout, voilà quoi. Exactement. Et c'est plus c'est un ensemble de tournois une fois, plus ou moins. Il y en a 7 cette année et la France est candidate à accueillir une de ces étapes. Ah oui, pourquoi pas, tiens. Et bon, j'attends ça, je vais vous le dire. et le tournoi le plus proche ici c'est Angleterre, puisqu'à Londres il y a la dernière étape et donc je me tâte. Et donc pourquoi aussi on parle de rugby à 7 parce que ça va être le rugby qui va reprendre, c'est la discipline qui va représenter le rugby aux Jeux Olympiques. Ouais. Et le Japon, y participera sans doute. Oui, il y a des chances quand même. Oui, parce que encore une fois c'est compliqué. Donc regardez la vidéo, mais en gros il y a. Ouais, non, c'est vrai que c'est compliqué parce que tout est expliqué sur le site de Léo. Ouais. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai, Léo qui hurle au vent. Et en fait, chaque région du monde qualifie une équipe. Ça, c'est ce qu'on appelle le tournoi qualificatif régional. Et le Japon étant l'équipe la plus forte a priori de la région Asie, oui, il y a des grandes chances que le Japon soit aux Jeux Olympiques. Ouais. Comme au 15, où le Japon, en fait, pète la tronche à toutes les nations asiatiques, mais n'arrive pas à gagner un seul match en phase finale. C'est ça. C'est ça. Et en fait, le Japon, la seule équipe qui concurrence a priori le Japon en 7, c'est le Hong Kong, en fait, qui est l'autre place forte du rugby à 7. Hong Kong, ancienne colonie britannique, tradition britannique, rugby, voilà, exact. C'est plutôt logique. Et surtout, très gros événement du circuit mondial de rugby à 7, ça c'est pour la petite histoire. Donc voilà pour le petit portrait. Donc on retrouve sur Léo qui hurle au vent. Sur Facebook. Si vous n'avez pas compris la référence littéraire avec Émilie Brontë, voilà évidemment, forcément. On parle aussi de littérature, est-ce qu'on parle on parlait aussi de littérature. Du coup, je vois hurle au vent, est-ce qu'on parle aussi de littérature, est-ce qu'on parle aussi de choses comme ça? Non, c'est surtout centré sur le rugby. Le rugby aujourd'hui, voilà. Après, je pense que je ferai bien d'autres choses, mais aujourd'hui c'est le rugby puisque c'est le sujet du moment qui m'intéresse fortement. Voilà. Parce que ça me faisait penser forcément avec la référence littéraire qui va bien. Bien sûr. Léo qui hurle au vent, évidemment, à retrouver également sur Facebook, sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Twitter, regarde, un peu partout.
Autre actualité également de ces prochains jours même carrément, il s'agit du Necolite Orchestra. Le Necolite Orchestra qui ne se produit pas sous ce nom-là ce coup-ci, puisque ça s'appelle Écho de la Vallée du Vent. Il s'agit bien sûr des musiciens du Necolite Orchestra, mais leur projet musical est quelque peu différent. Au lieu de jouer pêle-mêle des reprises de dessins animés, ils sont centrés beaucoup plus sur les musiques de Joe Hisaishi. Oui. Voilà. Et donc des films des studios Ghibli. Voilà. Et surtout centré sur l'œuvre de Miyazaki. Oui, tout à fait. Plus que Takahata, il n'y aura pas de Pompoko, il n'y aura pas de tombeau des Lucioles. Donc vous avez surtout les grands thèmes habituels, voilà, du Totoro, du Chihiro, le château ambulant, le château dans le ciel. Les châteaux, tous les châteaux qu'on designait Miyazaki et Takahata du coup, et il y en a beaucoup. Ouais. Et Nausicaa évidemment. Alors moi j'étais au concert le premier qui est passé à Lyon et c'était vraiment une super expérience. C'était vraiment... Oui, au Pâté Vèze, c'était ça. Exactement. D'ailleurs ça se passe au même endroit bientôt, mais fantastique. Enfin franchement c'est un super groupe, une réinterprétation des thèmes sont vraiment super. Enfin vraiment musicalement c'est vraiment très très bien. Et du coup, c'était en levée de rideau, si je me souviens bien, d'une projection. Je crois que c'était la projection d'Arietti, ou je sais plus exactement. Non, c'est pas Arietti, mais oui, c'était en levée de rideau d'un dernier film. Hein. Je crois que d'ailleurs c'est Le Vent se lève. Hein. C'était Le Vent se lève, exactement, tout à fait. Kazeta Tachinu. Voilà. Donc en entrée, on avait ce super spectacle et effectivement, c'était vraiment très 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 bien, très très bien. Alors donc je vous propose évidemment pour illustrer tout ça, il y a un concert du Necolite Orchestra Écho de la Vallée du Vent aujourd'hui même à Japan Touch, donc à Lyon, et rebelote vendredi prochain, on sera le 14 si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça. Hein. 14, oui, tu regardes sur ton... C'est ça. On regarde mine de rien. Donc le 14 novembre au Pâté Vèze, encore une fois. Ouais. Avec donc, ce sera aussi un ciné-concert, j'imagine. Quoi. Il y a une projection derrière, non ? Je ne sais pas sur la projection derrière, je pense que ce sera vraiment le concert en lui-même, puisque là, c'est vraiment central. Hein. Là, c'est vraiment un concert complet. Et pour illustrer ça, un petit Cécile Corbel. Oui, c'est pas tout à fait un film de Miyazaki, puisque c'est Yonebayashi qui l'a fait. Évidemment avec Miyazaki en consultant derrière, en figure tutélaire, voire en dictateur, ça dépend de comment on se place. L'occasion de rappeler que, il me semble que c'est toujours le cas, l'expo Miyazaki qui parle des calques de travail, qui est véritablement quelque chose qui est passionnant, qui est la manière de travailler. En fait, on rentre dans l'intimité du studio Ghibli avec cette espèce de calque qui est à la fois un storyboard, à la fois des explications. En fait, plutôt que de faire tout un dossier, des notes de service et de se perdre finalement en notes de service entre différentes parties du studio Ghibli, Miyazaki a eu l'idée de créer un calque, un layout qui permet en fait en une seule image de donner le mouvement du décor, le mouvement de la caméra d'ailleurs, qui doit, l'inclinaison de la caméra, quelles parties doivent être dessinées en background, en décor, quelles parties doivent être animées, enfin bref, tout en un seul calque, et c'est absolument passionnant. Justement, on rentre dans l'intimité du travail du studio Ghibli. L'occasion également de parler évidemment du Festival de la Bulle d'Or, vénérable festival de bande dessinée, le week-end prochain 15 et 16 novembre à Brignais, où il y aura le château ambulant et Arietti et le petit monde des chapardeurs en diffusion sur grand écran. Et pour terminer, évidemment, c'est un petit Arietti song que je vous propose, parce que Cécile Corbel, en plus de ça, et c'est vraiment toute l'actualité qui est concentrée en une seule chanson. Et Cécile Corbel qui, elle aussi, a sorti un tout nouvel album, qui vient de sortir et qui est dans les bacs. Et j'ai eu l'occasion d'écouter un tout petit extrait de ce qu'elle avait fait pour la sortie d'album sur c'était France Bleu, je crois. Enfin bref, c'était une radio du service public et c'était absolument magnifique, harpiste d'origine bretonne, et qui assume tout à fait d'avoir travaillé avec le studio Ghibli. Je veux dire qui a boosté une carrière qui était déjà naissante, enfin déjà émergente depuis quelques albums. Déjà, elle avait sorti d'autres albums avant de sortir Arietti, et là, ça l'a porté évidemment complètement. À une célébrité. Arietti's Song, donc la plus célèbre évidemment des chansons à la harpe. En plus de ça, Cécile Corbel dans Muteki.
Megumi Ayashibara, alias évidemment Rei Ayanami, pour les besoins de la chanson. L'album, c'est l'album de tous les succès pour... oui, ça fait très Laurent Boyer. L'album de tous les succès, l'album de la maturité, c'est Laurent Boyer plutôt. En fait, ouais. C'est ça. L'album donc le plus emblématique de Megumi, qui est Bertemu, qui est sorti il y a maintenant une grosse quinzaine d'années, voire même d'ailleurs presque peut-être plus, 97 je crois, si mes souvenirs sont bons, ou quelque chose comme ça, ou 99. Ça commence à dater, hein, ces histoires-là. Fly Me to the Moon, reprise évidemment de Sinatra. Enfin, je sais pas si c'est lui véritablement à l'origine, parce que Sinatra en fait a composé peu des chansons qu'il a interprétées. Mais en tout cas, fait beaucoup de reprises. C'est lui qui l'a rendu connu, cette chanson. C'est comme les Américains qui me sortent My Way, ouais, c'est américain. Ouais, c'est ça à mon œil. Voilà, c'est français, hein, voilà. C'est pas grave. Pour se quitter, juste avant de se quitter, évidemment, on redonne ton adresse, évidemment, pour tout savoir sur le rugby en quelques vidéos explicatives et pour se tenir au courant de l'actu, notamment du rugby à 7. Donc sur Facebook, vous tapez Léo Kiorlovan et vous me retrouverez. Et puis sur YouTube, pour les vidéos, vous me retrouvez sur Kenshin Léo. Et vous aurez toutes les vidéos rugby à 15, rugby à 7. Japonrugby.net, évidemment, pour si vous voulez suivre l'actualité en français du rugby, que ce soit à 7 ou à 15. Voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Évidemment, allez voir les concerts du Neko Light Orchestra, Écho de la Vallée du Vent, que ce soit aujourd'hui même à Japan Touch ou que ce soit vendredi prochain au Pâté Vèze. Voilà, je crois que là, vraiment, on a vraiment fait le tour de la question. Et puis ils font le Tour de France, donc n'hésitez pas à y aller. En plus. N'hésitez pas à y aller. Allez les voir, évidemment, sur leur site officiel. Necolightorchestra.com, je l'avais noté. Voilà, histoire de. On se quitte avec un deuxième extrait de cet excellent EP en japonais de Manu. Moji Kikai, c'est la version japonaise d'une chanson qui existait déjà en français, donc de l'album précédent, La Dernière Étoile. J'attends l'heure et ça devient donc Moji Kikai. On se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais et matane. Tchuss tchuss. 錆びついた車椅子